que toi aussi, tu as parfois ce sentiment de faire du surplace? Tu as testé toutes les stratégies, tu as écouté tous les conseils et pourtant ton business ne fonctionne toujours pas autant que tu le souhaiterais? Ou tu n'es peut-être pas vu comme tu le souhaiterais réellement? Bienvenue dans ce podcast L'autre toi, le podcast qui explore la partie de toi qui émerge. Parce qu'avant de parler stratégie, parlons d'abord identité. Et si l'identité avec laquelle tu avances aujourd'hui ne peut pas te suivre là où tu veux aller? On commence avec tout de suite cet épisode. Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast L'autre toi. Je t'ai dit à la fin de l'épisode 1 que je te montrerai comment j'ai fait mourir mon ancienne identité, l'identité qui me sabotait. Mais avant de te partager comment j'ai pu faire mourir cette ancienne identité qui me sabotait, il me faut d'abord te partager comment j'ai pu identifier que cette identité me sabotait. Une identité, c'est un peu comme ce vêtement invisible que tu portes. Et bien sûr, selon le vêtement que tu portes, ça va changer au gré des saisons. Et aussi au fur et à mesure que tu prends de l'espace, donc que tu grandis. Donc il peut arriver que parfois tes vêtements sont trop petits. Un peu pareil que pour l'identité. Tout ça pour dire qu'une identité trop petite ne se voit pas dans le visible, elle se voit, on va dire, elle se ressent dans l'invisible. Ça se ressent au niveau du corps, au niveau de ta posture, au niveau de ton niveau d'énergie et au niveau de tes pensées. Je te partage donc avec toi 5 signes qui montrent que ton identité, ce vêtement invisible, est maintenant trop petit. Signe numéro 1, tu fonctionnes avec des réflexes de survie et tu ne t'en rends même pas compte. Quand j'ai commencé à construire mon business Leadership Explorer, j'ai suivi auparavant beaucoup de formations sur justement le business, comment créer sa société, comment construire une offre, le storytelling, comment la présenter, etc. Et pourtant, malgré ces formations que j'ai faites, je n'ai pas autant avancé comme j'aurais voulu l'avancer. Et d'ailleurs, c'était très frustrant pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais tendance à regarder toutes ces formations, d'autant plus quand on vous les vend en mode regardez, c'est facile. Moi, j'ai commencé à partir de zéro et maintenant, voilà où j'en suis. Je n'avais aucune formation en informatique et voilà où j'en suis, etc. Genre de choses. Pour ma part, ce que ça m'a permis de révéler chez moi, dans mon intériorité, c'est que j'avais pour habitude, venant d'un environnement de conseil, j'ai travaillé dans le conseil en recrutement, dans le conseil en ressources humaines. J'ai aussi travaillé pour un grand cabinet, cabinet d'audit. Et pour avoir travaillé dans ces environnements-là, généralement, ça nous habitue à être des experts le plus vite possible. Donc, j'ai toujours été habitué à devenir une experte le plus rapidement possible. Or, quand on construit un business, ça prend du temps. Ce n'est pas la même durée de temps que quand on travaille déjà dans une société de conseil. Et il m'a fallu réadapter ce rythme et donc cette pression de devenir experte à mon environnement d'entrepreneuriat. Autre exemple, dans le domaine professionnel, avant de lancer mon business, j'ai beaucoup travaillé dans différentes entreprises et j'avais pour habitude de changer de société à peu près tous les 2-3 ans. Jusqu'à ce qu'en 2017, au moment où je pensais encore de nouveau changer de travail, là j'ai décidé de me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, je me sens dans cet inconfort et que j'ai envie de partir? C'était même pas de se sentir dans un inconfort, c'est pas ça, mais c'était surtout de se sentir dans une routine. Et quand on se pose les bonnes questions, quand on essaye d'analyser justement le pattern, quel est le pattern qui nous drive derrière chaque décision, derrière chaque action, ça nous permet déjà de mettre de la lumière dessus et de prendre une nouvelle perspective. Et finalement, ce que j'ai découvert dans mon pattern, en tout cas dans ma routine, c'est justement que dès lors que je me sentais tomber dans une routine, je m'ennuyais et j'avais besoin de partir ailleurs. C'est ce qui m'a fait comprendre, dans ce cas-là, que ce n'était pas forcément que j'étais en train de chercher un nouveau travail, un nouveau challenge, un nouveau cadre, de nouvelles opportunités. C'était pas ça. J'étais en train de fuir quelque chose. Il y a une différence entre aller vers ce qu'on veut vraiment et fuir. Je n'essayais pas de trouver mieux, mais j'essayais de trouver ce qui allait me sortir de cette routine. Et pour moi, c'est très important, c'est un réflexe de survie. Pourquoi? Parce que quand on est dans un réflexe de survie,
nos processus de décision sont beaucoup plus limités. C'est-à-dire qu'on va s'attacher à des solutions qui vont être visibles tout de suite, parce que c'est comme toucher une dopamine court terme au lieu d'aller sur la dopamine long terme. Donc la différence entre les deux, c'est comme si vous essayez de perdre du poids et qu'à chaque fois que vous faites du sport, vous allez vous récompenser avec une glace. Encore une fois, vous êtes là dans la dopamine court terme au lieu d'aller sur la dopamine long terme. La dopamine long terme, ça demande quoi? Ça demande beaucoup plus de cadence, beaucoup plus de discipline, en tout cas beaucoup plus de régularité pour vraiment voir le changement s'opérer. Donc dans mon cas, la fuite me permettait d'aller vers une sécurité. La sécurité justement de fuir la routine. Et ça, c'est également visible auprès des entrepreneurs. Pas mal d'entrepreneurs vont essayer de se parfaire dans le fait de perfectionner une méthodologie, de perfectionner un programme, de perfectionner un système. On se dit non, je ne lance rien pour le moment parce que j'ai encore ça à aboutir, j'ai encore ça à perfectionner avant de me montrer, avant de mettre des posts, avant d'être en échange avec des gens, avant d'aller pitcher, etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut se maintenir dans cette sécurité. Et la sécurité ici, elle est apportée par quoi? Par notre offre, par notre programme, par notre système. On aura donc tendance à se cacher derrière un système, derrière un programme. Et c'est ce qui fait que peut-être que toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu as peut-être cette frustration de te dire « mais je suis bien plus qu'un coach, je suis bien plus qu'un consultant, je suis bien plus qu'un entrepreneur, je suis bien plus qu'un accompagnant, ce n'est pas que ma méthode, je peux aussi offrir ça, ma présence, ma personnalité. » Oui, mais les autres ne le voient pas parce que toi, ce que tu mets en avant, c'est ton programme, ton système, ton outil. Tu ne te mets pas toi en valeur. Signe numéro 2, la résistance commence dans les mots. Je pense avoir dit dans l'épisode 1, mais prenez garde au vocabulaire que vous utilisez dans votre intériorité. Tous les « je dois »,« il faut »,« je n'ai pas le choix », tout ça pour moi, c'est ce que je considère comme des vocabulaires boulets. Ce n'est pas forcément une problématique en soi de les utiliser de temps en temps, mais dès lors que ça devient une habitude, dès lors que ça devient régulier, alors ça devient un trait de personnalité. Et alors, ça fait partie de votre identité. Et alors, c'est une habitude qui est ancrée dans le corps et dans la pensée. Signe numéro 3, une fatigue, un brouillard mental. En tout cas, c'est une fatigue qui ne se nomme pas, dont on ne veut pas en parler. Pour moi, ce brouillard mental, ça représente cette hésitation dans le fait de vouloir saisir sa place. Très souvent, quand je vais travailler par exemple sur mon ordinateur, penser à des idées, j'ai plein d'idées, plein de documents où j'ai répertorié justement plein d'opportunités, mais que je n'avais toujours pas mises en place. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je me disais toujours, ça manque de profondeur. Il manque quelque chose. Peut-être que je dois changer ça, peut-être que je dois changer ci. Mais ce qui arrive, c'est qu'à la fin, on ne commence rien. Numéro 4, le contrôle. Et pour moi, le contrôle est une illusion. C'est quoi? En fait, c'est ton identité, ton ancienne identité qui panique et qui, pour se rassurer qu'elle est toujours vivante, a besoin de contrôler chaque chose autour de soi. Parce que le contrôle est aussi un moyen pour ton ancienne identité de se prouver qu'elle existe encore. Moi-même, je me suis posé la question. En fait, je ne m'étais pas forcément rendu compte que j'étais énormément dans le contrôle. J'ai fait récemment une formation en aromacologie et partie de cette formation était justement de tester les huiles essentielles. Donc, j'utilise d'ailleurs les huiles essentielles dans mes accompagnements. En utilisant une des huiles essentielles, le bois de cèdre, je me souviens que je l'ai respiré. Je suis ensuite parti déjeuner dehors et pendant que j'étais en train de penser à une personne que j'ai vue agir dans une réunion et où je m'étais dit, mais en fait, cette personne, elle a vraiment un problème parce qu'elle n'est pas honnête avec elle-même. Et là, tout d'un coup, j'ai cette voix intérieure qui m'est venue et qui a dit, mais c'est exactement comme toi. Et là, quand j'ai entendu cette voix, limite, je me suis retourné parce que je me suis dit, non, c'est pas possible, ça venait pas de mon intérieur. Je me suis limite retourné en mode, qui a dit ça? Et là, j'ai une voix que j'ai entendue, j'adore en fait appeler ça les voix de sagesse. Parce que finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes ces voix de sagesse qu'on reçoit, on les reçoit surtout quand le corps a besoin de nous délivrer un message. Les messages ne sont pas que délivrés par le côté somatique, donc sur comment le corps réagit, mais parfois il y a comme des bribes, des voix qu'on entend de l'intérieur qui nous permettent d'avoir les réponses. Donc, cette voix que j'ai entendue
après avoir respiré le bois de cèdre, ce que j'entends dans cette voix, ce qu'elle dit, c'est « toi aussi, tu fais pareil ». Tu n'es pas honnête envers toi-même parce que tu te coupes des émotions. Et en fait, ce message-là est venu un petit peu après qu'on m'avait fait la réflexion que j'étais une hypersensible. Et quand j'avais entendu que j'étais une hypersensible, j'ai un peu réagi en mode whatever. Mais rien que le fait d'entendre articuler dans mon intériorité, tu n'es pas honnête avec toi-même parce que tu te coupes de tes émotions, j'ai senti comme une montée où j'ai eu envie de pleurer. Et finalement, c'était assez drôle. Sur le coup, ça ne l'était pas. Honnêtement, ça ne l'était pas. Mais quand je suis arrivé dans cet endroit où j'allais m'acheter un sandwich, ça m'a tellement mise à mal. J'avais les larmes qui montaient aux yeux. Il y avait des gens qui passaient et je ne voulais pas que les gens me voient pleurer, que j'ai dû faire demi-tour pour retourner au bureau et enfin pouvoir relâcher cette pression-là. Tout ça pour dire, ça c'est aussi un exemple pour justement signifier la puissance des huiles essentielles. Ça vous sert aussi à regarder la vérité en face, là où vous n'avez pas envie de la regarder en fait. Et pour moi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que finalement, oui, j'étais dans le contrôle. J'étais dans le contrôle de mes émotions, mais j'étais surtout dans l'hyper-contrôle de mes émotions. Et finalement, je me suis posé cette question, qui je serais sans contrôle ? Et en me posant cette question, j'ai senti comme ce sentiment de vide, un peu comme quand vous êtes sur une montagne et que vous voyez toute cette vue imprenable. En fait, d'ailleurs, même moi, je déteste aller en montagne parce que j'ai peur du vide. Mais c'est ça que ça m'a fait réaliser. Ce que ça m'a fait réaliser, c'est justement embrasser cette peur du vide, cette peur d'inconfort. Quand on parle de se laisser amener par Dieu, par Allah pour moi, j'ai compris que ma problématique, pas forcément une problématique, mais j'ai fait l'analyse que finalement, là où on parle de lâcher prise, là où on parle de faire confiance en Dieu, je ne donnais pas forcément cette confiance-là. C'est-à-dire que j'incluais Allah dans mes plans, mais je ne me laissais pas inclure dans les plans d'Allah. 5e point, la suradaptation, qui mène à l'hyper-performance. La suradaptation, ce qu'il faut comprendre, c'est, et je pense que dans la communauté africaine, en tout cas la communauté immigrée, on retrouve beaucoup de suradaptation. Moi-même, je suis née au Sénégal, j'ai grandi en France, mais je sais que quand j'étais petite, autant quand j'étais en France, je ne me sentais pas française parce qu'on me disait « tu n'es pas française, tu es sénégalaise », et autant quand je retournais au Sénégal pour les vacances, on me disait « tu n'es pas sénégalaise, tu es française ». Donc il y a toujours eu ce sentiment de ne pas appartenir à l'un ni à l'autre et de constamment chercher sa place. Avec, au-dessus de tout ça, grandir dans un environnement, dans une famille, où en gros ce qu'on t'apprend c'est pour réussir, il faut que tu travailles 2 fois plus, parce que tu auras 2 fois moins de chance. Donc le fait de déjà être dans cette dynamique, ça nous place déjà dans le driver sois fort et fais des efforts. Alors les drivers c'est quoi ? Moi je vous invite à faire vos recherches, mais en gros ce sont des mécanismes, des mécanismes de comportement qui ont été engendrés à l'intérieur de nous-mêmes dès notre plus tendre enfance, sur la manière dont nos parents nous ont élevés. Soit vos parents vous élèvent en mode dépêche-toi, 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 tu vas être en retard à l'école, il faut faire vite, donc là vous avez le driver dépêche-toi. Soit c'est tiens, tu n'as eu qu'un 15, qui a eu 20, qui est premier, donc là on est dans le fait des efforts, etc., etc. Pour moi, pour ma part, je sais que je suis dans le driver fait des efforts et sois fort. D'ailleurs, le sois fort, c'est ce qui explique aussi qu'on peut être coupé de nos émotions parce qu'on a besoin de garder cette force et qu'on sait que en embrassant nos émotions, on a cette impression qu'on va s'effondrer. Donc le fait d'avoir baigné dans ce driver fait l'effort, en tout cas le fait de prendre conscience de ce driver fait l'effort, ça m'a donné pas mal d'explications sur mon passif, sur pourquoi je mettais autant d'efforts dans les études, pourquoi je mettais autant d'efforts dans tous les travaux que je faisais, dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et aussi pourquoi j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas me sentir reconnu. Rappelez-vous ce que j'ai dit, tu ne te sens pas reconnu parce que tu ne te reconnais pas toi-même. J'avais toujours cette impression de me donner à 200% et pourtant je me sentais dans les 60%. Vous voyez un peu le gap. En se rendant compte de tous ces signes, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que je ne pouvais plus avancer
de la même manière. Donc j'ai décidé de laisser mourir cette identité. Parce que là où je veux aller, je sais que cette identité ne peut pas me suivre. En fait, quand on parle de faire mourir une identité, ça peut paraître assez extrême. Mais le secret, c'est de ne plus la nourrir. Pourquoi ? Parce que chaque identité, donc n'oubliez pas, l'identité est invisible. Chaque identité va se nourrir avec notre intention, nos pensées, notre énergie, notre émotion, notre posture. Dès lors qu'on ne la nourrit plus, elle cesse d'exister. Je vais donc te partager 4 conseils qui m'ont permis de faire mourir cette identité. Numéro 1, déjà, tu arrêtes de la défendre. Dès lors que j'ai cessé dans mon cheminement, dès lors que j'ai cessé dans ma réflexion de me dire « Ah, c'est normal que j'agis comme ça, c'est à cause de ça, c'est normal que j'agis comme ci, c'est à cause de ça », à chaque fois, toutes ces réflexions vont maintenir cette identité. C'est comme avoir quelqu'un de malade avec une perfusion et c'est cette perfusion qui maintient cette personne en vie. C'est exactement pareil en utilisant ces phrases-là. Tout ça pour dire, dès lors que tu t'entends penser « Ah, c'est normal, c'est à cause de ça, c'est normal que je pense comme ça, c'est à cause de ça », pose-toi la question, est-ce que cela te sert ou est-ce que cela te dessert ? Numéro 2, tu arrêtes de lui obéir. Dans mon cas, j'ai arrêté de lui obéir et de transformer tout inconfort en boussole. L'inconfort est maintenant devenu mon GPS. C'est-à-dire que toute chose que habituellement je ne ferais pas, là où je sens cet inconfort parce que je me dis non, ça ne me ressemble pas, c'est tellement pas moi-même, je vais aller vers cette direction-là. Et ça, il n'y a pas forcément besoin de commencer par des grandes choses. On peut déjà commencer petit. J'ai pour habitude, quand je vais dans un restaurant, je vais très souvent dans le même restaurant et je vais très souvent commander la même chose. Or, ce que j'ai fait de différent, c'est d'aller dans d'autres restaurants ou en tout cas d'aller dans le même restaurant, mais de commander des choses nouvelles que je n'ai pas forcément testées avant. Ça, déjà, ça va éduquer notre cerveau à ne pas rentrer dans une routine. Et pour pouvoir identifier là où je veux exercer mon corps et mon cerveau à faire le contraire, tout se ressent dans le corps. N'oubliez pas, le corps est une boussole. C'est-à-dire que dès lors que je ressens une crispation, ça peut être une crispation au niveau du sternum, au niveau de la poitrine, une gorge nouée, une difficulté de respirer. Moi, j'ai très souvent remarqué, en tout cas dans mon cas, que quand je suis très concentré, j'ai tendance à retenir ma respiration. Tout ça, ce sont des signes intérieurs que le corps nous envoie pour subtilement nous dire « Attention, là, il y a un inconfort, là, on est en train de faire quelque chose de nouveau, là, on n'est pas habitué. » Et c'est dès que je reçois cette information-là que je vais aller tendre vers cette direction plutôt que de me dire « Ok, qu'est-ce qui va m'aider à me rassurer là-dedans ?» On ne recherche pas le fait de se rassurer. Il faut aller vers l'opposé. On va traverser cet inconfort. Et plusieurs fois, je me suis surprise à ne pas poster, finalement changer d'avis, mettre de côté des idées, ne pas les exploiter. Je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là, mais ce qui m'a aidé à faire cette différence, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais on dit très souvent que l'extérieur représente notre intériorité. Je me souviens un soir où je rentrais du travail, j'avais pris ma voiture et en traversant les routes de campagne, il y a eu une déviation. J'ai donc pris cette déviation et cette déviation m'a mené vers un endroit où clairement les routes de campagne étaient étendues. Il n'y avait pas d'arbres, là où j'avais pour habitude de toujours rouler et de traverser des arbres, de traverser des forêts. Mais là, il n'y avait pas d'arbres et on voyait toute cette étendue au loin. Et bizarrement, la manière dont je me suis tenu dans ma voiture, j'ai commencé à rentrer la tête dans les épaules, un peu comme une tortue. Et c'est quand j'ai été dans cette posture. Pourquoi ? Parce que je me suis senti dans la peur. Que là, j'ai fait l'analogie avec ce que j'étais en train de traverser avec mes postes. Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Parce qu'il y avait cette peur de m'exposer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand vous êtes dans l'expérience d'une situation dans cette vie-là, c'est de pouvoir vous poser la question, ok, cette crispation, cet inconfort, qu'est-ce qu'elle vient me dire ? De quoi j'ai peur ? Ok, maintenant que j'ai cette information, qu'est-ce que j'en fais ? Or, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la plupart du temps, la subtilité, la facilité
vient dans la subtilité. C'est-à-dire qu'il suffit déjà de réajuster sa posture de corps pour déjà rendre les choses beaucoup plus fluides et que ça apparaisse aussi dans l'extérieur. Numéro 3, la rendre inutile. Et cela est très à cheval aussi avec comment on ressent dans le corps. Dès lors que je sens que je suis dans un effort mental, plus que de raison, dès lors que je sens que je vais me poser peut-être 4, 5, 6 questions à la fois, donc je sais que mon mental surjoue énormément. Je sais qu'à ce moment-là, ça veut dire que je ne travaille pas pour moi, je travaille pour être aimé. Donc ça va répondre à une croyance que je refuse de servir. Quand je fais un effort pour décider, et que je n'arrive pas à trancher. Quand je suis dans cette problématique de ne pas pouvoir trancher pour une décision, je sais que derrière ce qui se joue, la peur qui se joue derrière, c'est quoi? C'est la validation. J'ai peur que ma décision ne soit pas validée par les autres. Et encore une fois, c'est une croyance que je refuse de servir. De même, quand je suis dans la suradaptabilité, ça veut dire que je suis dans cette hyper-performance et ça veut dire que je vais être dans l'effort que je produis pour pouvoir être reconnu. Et or là, ça va servir la croyance, je fais, je performe pour être reconnu. Le dernier secret pour faire mourir ton identité, c'est honorer sa mort en la remerciant. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau et de plus reconnaissable que quand on va l'honorer, quand on va reconnaître comment elle nous a servi. On a parfois tendance, en tout cas surtout ce que j'observe dans le développement personnel, de dire « je combats mes croyances limitantes, je combats ceci, je combats cela ». Pour moi, ce n'est pas un combat, c'est plutôt un accompagnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces croyances limitantes, pourquoi on les a eues? Parce que ça nous a protégés, parce que ça nous a permis d'aller à un certain niveau et surtout d'expérimenter certaines choses et de pouvoir en tirer les leçons pour devenir la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Quand j'ai pris ce temps pour honorer mon identité, je me suis assise avec moi-même et j'ai pu me parler sincèrement, c'est-à-dire la remercier pour tous les bons et les mauvais moments qu'elle m'a fait passer, tous les cadeaux, toutes les leçons qu'elle m'a données à travers les actions et les décisions. Parce qu'il faut dire ce qui est, ces postures que parfois on peut considérer comme étant limitants, à un moment donné, ce sont aussi des postures qui nous ont portés. C'est simplement qu'on se rend compte à ce moment-là que ça ne nous porte plus, mais qu'au contraire, ça nous restreint. Ce que ça m'a appris, c'est quand tu te laisses traverser par l'inconfort que tu fais la place pour accueillir cette nouvelle identité. J'espère que cet épisode t'a plu. Dans le prochain épisode, je vais partager avec toi pourquoi upgrader ton business ne suffit pas si tu n'upgrades pas ta propre posture. Je t'invite à liker, à partager, à commenter si toi aussi tu as connu des moments de bascule ou s'il y a eu des choses dans cet épisode qui ont résonné avec toi. Et si tu souhaites explorer plus loin en profondeur ta transition identitaire, mes accompagnements sont là pour ça. D'ici là, en attendant, tu peux continuer à écouter ce que je te partage. Et n'oublie pas, l'autre toi existe déjà. Il te suffit d'avancer pour l'incarner. D'ici là, au prochain épisode. Salam.